Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble une super solution pour augmenter quasi à l'infini le nombre de sorties sur les Arduino. Pour ça, on va utiliser un composant, un petit circuit intégré, enfin petit, il fait 16 pattes, qui s'appelle un registre à décalage. Sa référence, aujourd'hui, on va voir le 74 HC595. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un composant qui vaut absolument rien du tout. Vous pourrez avoir les 10 pour 80 centimes. Donc vraiment, ça vaut le coup. On va pouvoir multiplier le nombre de sorties quasi à l'infini. Mais pour ça, avant de mettre en œuvre ce composant, il faut quand même être un petit peu à l'aise avec le binaire. Donc, partez pas, vous allez voir que ça va aller tout seul. Si vous savez compter en décimale, vous savez déjà quasiment compter en binaire. Il n'y a pas de souci. Donc pour ça, je vais prendre un exemple. D'abord en décimale, je vais prendre un nombre. Je vais prendre le nombre 234. Voilà. Et on va être, donc, puisqu'on est en décimale, on va être donc sur euh, une base 10. Ok. Maintenant, je vais numéroter les rangs de ce nombre. Et là, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Il faut toujours partir de 0. Ce 4 là, l'unité 4, elle a le rang 0 et non pas 1. Ce 3 là, il est au rang 1 lui par contre. D'accord? C'est-à-dire on part vraiment de 0. Et le 2 est au rang 2. Très bien. Et maintenant, la règle, elle est simple. Et ça va être valable. Vous allez voir en décimale, ça va tomber nickel. Et ça sera valable aussi en binaire. Ça sera exactement la même chose. Ça pourrait être valable aussi pour de l'hexadécimal, de l'octodécimal. Et on pourrait même inventer des bases exotiques. Pourquoi pas? Donc la règle, elle est simple. On va prendre chaque rang qu'on va multiplier par la base élevée à la puissance du rang. Aïe aïe aïe, non, n'ayez pas peur. Dit comme ça fait peur, mais vous allez voir, en le faisant, ça va tout seul. Donc on va prendre d'abord le 4. Le 4, ici, on va le multiplier par donc, la base, par 10, élevé à la puissance du rang. Élevé donc là, à la puissance 0. Alors, petit rappel mathématique, tout nombre, n'importe quel chiffre, élevé à la base, élevé à la puissance 0, donne 1. C'est comme ça. C'est mathématique, c'est comme ça. D'accord? Donc en fait, ça nous fait 4 fois 1 ici. Donc ça nous fait 4. Très bien. On continue. Le 3 ici, on va le prendre. On va le multiplier par la base, c'est-à-dire par 10, élevé à la puissance 1 ici. Petit rappel mathématique, un nombre élevé à la puissance 1 est égal à lui-même, tout simplement. Hein. Voilà. 10 puissance 1, ça fait 10. 3 fois 10, ça fait 30. Pas de problème. Maintenant, le 2, on le prend. On fait 2 multiplié par la base, par 10 donc, élevé à la puissance du rang, c'est-à-dire 2 ici. 10 puissance 2, c'est 10 fois 10. 10 fois 10, 100. 2 fois 100, 200. Et si évidemment j'additionne 200 plus 30 plus 4, ça me donne bien 234. Pas de problème. Donc voilà, là on l'a fait en décimale. Maintenant on va le faire en binaire. Vous allez voir, c'est exactement pareil. Alors pourquoi les machines aiment bien le binaire? Ben, ça permet d'avoir une information, soit on a du courant, soit on n'en a pas quelque part. C'est pour ça que les microcontrôleurs, les ordinateurs, tout ce qui est circuit un peu logique, fonctionne à base de binaire, de tout ou rien. Donc on va passer donc en binaire, donc en base 2. Donc je rappelle qu'en binaire, les deux seules valeurs possibles au niveau des rangs, c'est 0 ou 1. On ne pourra pas avoir autre chose que des 0 ou des 1. Donc je vais prendre
un octet. Donc un octet, ça va être 4, enfin 8, pardon, 8 bits de données. Donc on va faire 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ok. Voilà un octet. Il est constitué donc de 0 ou de 1. Très bien. Donc maintenant, je vais numéroter les rangs. Ici, on a le rang 0. C'est exactement comme tout à l'heure. Ici, on a le rang 1, le rang 2, le rang 3, le rang 4, le rang 5, le rang 6 et le rang 7. Voilà, il ne faut juste pas se tromper. On part bien de 0. On ne fait pas comme chez Lenz. Je vais faire une petite parenthèse là. Chez Lenz, malheureusement, et ça je crois que c'est dû à leur patron lui-même, il ne veut pas en démordre, il compte les bits dans nos têtes, il compte à partir de 1. Ce sont les seuls à faire ça. Et c'est complètement idiot. C'est tellement idiot qu'en fait dans les notices de décodeur Lenz, ils mettent la bonne valeur de rang, entre parenthèses. C'est-à-dire qu'ils mettent d'abord leur absurdité, puis entre parenthèses, ils vous mettent la bonne valeur. Vous pouvez vérifier, vous verrez que c'est ça. Donc, on revient à notre petit système. Alors là, évidemment, j'espère que vous êtes d'accord pour dire que tout ce qui est 0 ici, on ne va pas s'en occuper. Parce que 0 multiplié par n'importe quoi, ça donnera toujours 0. Donc ça ne va rien apporter à notre nombre, finalement. Donc on va s'occuper déjà de ce 1 là. Ce 1, on va le multiplier par la base. Donc maintenant, on est en base 2, multiplié par 2. Et le 2, on l'élève à la puissance du rang. Donc 2 puissance 1, c'est comme tout à l'heure, c'est 2. Tout simplement. Hein. Donc 1 fois 2, 2. Super. Très bien. Après, ici, ce 1, on va le multiplier par la base. La base qui est 2, donc. Élevé à la puissance du rang. Là, le rang, c'est 3. Élevé à la puissance 3. 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 1 fois 8, 8. C'est compliqué, hein? Oh, que c'est compliqué. Non, non, tout va très bien. Maintenant, ici, celui-ci, là. Je n'ai pas vraiment pris assez de place, moi. Hein. Le 1, donc, multiplié par la base, élevé à la puissance du rang. Là, c'est élevé à la puissance 5. Cherchez pas, ça fait 32. On verra tout à l'heure. Maintenant, ce 1, tout ça, ça fait 32, je veux dire. Hein. Là, ça fait 32, et 1 fois 32, ça fait 32, évidemment. Maintenant, ce 1, on le multiplie par la base, élevé à la puissance du rang, c'est-à-dire 6. Cherchez pas, ça fait 64. Très bien. Maintenant, ce 1, là, le dernier, mais tant pis, je vais le mettre là. Pas pris assez de place. Ce 1, on le multiplie par 2, élevé à la puissance du rang, c'est-à-dire à la puissance 7, ici. Cherchez pas, ça fait 128. Et si maintenant je m'amuse, c'est là que ça va être drôle, si je m'amuse à faire 128 plus 64 plus 32 plus 8 plus 2, ça nous fait 100, pardon, pas ça. Ça nous fait 234. C'est-à-dire la même chose que tout à l'heure. Et voilà comment on peut très facilement compter en binaire finalement. Alors, vous avez vu qu'à la fin, là, moi, je n'ai pas du tout besoin de calculer les puissances en fait. En fait, tout simplement, si ce bit ici est actif, c'est-à-dire s'il est à 1, eh bien, il vaut 128. Tout simplement. Vous allez le retenir. Si celui-ci est actif, eh bien, il vaut la moitié, il vaut 64. Si celui-ci est actif, il vaut 32. Si celui-ci est actif, là ce qui n'est pas le cas, hein, mais il vaudrait 16. Si celui-ci est actif, il vaut 8. Si celui-ci est actif, il vaut 4. Je vais effacer ça. Si celui-ci est actif, il vaut 2. Et si celui-ci est actif, il vaut 1. Et si je fais 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1,
ça me fait, il faut que j'écrive en gros, 255. Voilà pourquoi quand vous programmez les CV sur vos machines, quand vous regardez les notices de décodeur, la valeur maximum c'est 255. C'est-à-dire un octet de 8 bits comme ça va nous permettre de coder n'importe quel nombre compris entre 0 et 255. 0 compris parce que tous les bits ici peuvent être à 0, ce qui nous ferait du 0. Voilà. Alors, chez Lenz, je reviens à eux parce que ça se m'énerve quand même. Pour se défendre de ce truc-là, il dit ouais, mais quand on compte des wagons, on les compte bien à partir de 1, 2, 3. Ouais, ok. Quand il y a des wagons. Quand il n'y a pas de wagons, il y en a 0. Et ouais. Donc voilà. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et si une fois, si on a compris ça, eh bien ça y est, on est apte à utiliser le registre à décalage 74 HEC 595. Je vous montre ça tout de suite avec une petite animation d'abord pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est assez magique. Et ensuite, derrière, une simulation sur Tinkercad et on verra que tout fonctionne très bien et que c'est assez facile à mettre en œuvre. Voilà, voire même très facile. A tout de suite donc. Alors, après cette indispensable mise en bouche pour savoir décrypter en fait un nombre binaire, je vous ai fait là une animation qui va permettre de vraiment décrire le fonctionnement du registre à décalage 74 HEC 595. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'il y a la broche 14 qui va recevoir les données, tout simplement. La broche 11 qui va recevoir l'horloge du registre à décalage. Donc on voit que l'horloge, ici, elle est régulière. Hein. C'est ce que fera un Arduino. Il va envoyer ici un signal d'horloge régulier. Ici, la broche 12, c'est une autre, on va recevoir une autre horloge, mais ça concerne le verrou. On verra ça tout à l'heure avec l'animation. Alors, concernant les données, là on voit qu'on a un octet à transmettre au registre. Cet octet il fait 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, voilà, tout simplement. Et ici l'horloge, à chaque fois qu'on va avoir un front montant, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va passer de l'état bas à l'état haut, on va venir lire ce qu'il y a sur la broche de données. Et cette donnée, si c'est un 1, on le mettra dans la bonne case. Si c'est un 0, on le mettra dans la bonne case aussi. Voilà, on va pouvoir enregistrer donc l'octet de données ici. On va pouvoir l'enregistrer ici dans les cases mémoire du registre. Donc on va y aller tout doucement. Alors là, normalement, ce que je vais faire là maintenant, ça se passe à très haute vitesse. Mais nous, on va y aller tout doucement pour essayer de bien comprendre. Donc, on va démarrer notre signal d'horloge. On va tout démarrer en fait. Voilà. On voit qu'il y a un 1 qui va se présenter. Alors, il sera lu, ce 1, pile au moment où le front montant, voilà. Ici, le front montant est apparu. On est passé de l'état bas à l'état haut, et pile à ce moment-là, on a pu lire un 1 ici. Ce 1, on le stocke dans cette case ici, tout simplement. On continue, on voit que la prochaine donnée, c'est un 0. Voilà. Pile au moment où le front était montant, on a pu lire un 0, donc on écrit 0 ici dans le registre. Ensuite, on va avoir un 1 à nouveau. Donc voilà le front montant. On lit un 1 ici, on le stocke ici, pas de problème. Après, on a deux 0 d'affilée. En voilà un, voilà, le front montant était là. On a pu lire un 0, pas de souci. On continue, on va un peu plus vite. Un autre 0 ici, au front montant, on a pu lire un 0, pas de problème. Ensuite, on va avoir 3 1 d'affilée. En voilà un.
En voilà un autre. Et voilà le dernier. Pas de problème. Alors maintenant, dans le registre à décalage, eh tout ça, l'octet qu'on avait ici, il est en mémoire là. Alors on l'a mis dans ce sens-là, mais j'aurais pu, avec l'Arduino, c'est très possible de le mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire on aurait pu commencer par remplir cette case au lieu de celle-ci. Peu importe, on peut choisir ça au niveau de l'Arduino, il n'y a pas de problème. Après, ces registres-là ne sont pas utilisés que pour faire que pour de l'Arduino. Hein. On peut très bien les utiliser, même avec des boutons poussoirs, de manière beaucoup plus... On les utilise comme on veut finalement. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors donc là maintenant, notre octet est en mémoire ici. On n'a plus qu'à envoyer un état haut sur le verrou pour que cet octet se retrouve en un clin d'œil, instantanément, en parallèle sur les sorties de Q0 à Q7. Donc on continue le timing. Encore un peu, paf, voilà. Ici, au moment où on est passé de l'état bas à l'état haut, les sorties ont été activées avec notre octet, l'octet qu'on avait mis en mémoire, tout simplement. Et on aurait eu, alors là, il faut que je vous parle d'une chose. J'ai pas câblé, j'ai pas montré même la broche Q7 bar. Q7 bar, c'est un peu comme Q7 ici, c'est la dernière, sauf qu'elle est inversée, bon, peu importe. Et ça permet, cette broche Q7, de pouvoir chaîner plusieurs 74 HC 595. C'est-à-dire que par exemple, j'aurais pu utiliser la broche Q7 bar pour la brancher sur la broche 14 de données d'un deuxième 595. Et la broche Q7 bar du second 595, j'aurais pu la chaîner sur la broche 14 d'un troisième 595. Voilà, c'est comme ça qu'avec finalement trois sorties, en renseignant uniquement trois informations ici, on peut obtenir une flopée de sorties en parallèle sans aucun problème. Alors en théorie, on peut mettre autant de 595 qu'on veut. En pratique, tout dépend. Si par exemple, si c'est pour de l'Arduino et que votre code manipule des tout petits timings, il faut quand même prendre en compte que l'envoi des données ici, ça prend quand même un peu de temps. Envoyer un octet, bon, ça prend un certain temps, mais en envoyer deux, ça prend le double. En envoyer trois, ça prend le triple. Donc au bout d'un moment, peut-être au niveau du code, le code pourrait un petit peu en pâtir, quoi. Mais sinon, en théorie, on peut en mettre autant qu'on veut, vraiment autant qu'on veut. Donc on peut multiplier comme ça les sorties d'un Arduino, par exemple, hein, mais d'autres choses, hein, c'est pareil, autant qu'on veut comme ça. Voilà, voilà. On va quand même jeter maintenant un petit coup d'œil sur le datasheet du 595, histoire de revoir un petit peu les broches, voir un petit peu comment c'est foutu tout ça. Voilà, voilà, à tout de suite. Allez, on va en profiter pour aller voir un petit peu le datasheet de ce registre à décalage du 74, donc HC 595. Alors les datasheets, je vous en parle souvent dans les vidéos, mais je ne vous montre pas réellement à quoi ça ressemble. Et pourtant, s'il y a vraiment un réflexe à avoir en électronique, c'est bien le réflexe datasheet. Sur Internet, il y a absolument tous les composants, toutes les caractéristiques de tous les composants. Et vous allez voir, c'est très simple. Alors, on va donc chercher, on va tout simplement rentrer la référence de notre bestiau, donc c'est un 74 HC 595, et d'emblée, là, ça me propose datasheet. Voilà, tout simplement. Ça me propose aussi, évidemment, d'en acheter et tout, mais bon, nous, on va plutôt s'intéresser au datasheet. Voilà, alors on va prendre, je sais pas, là, j'avais pris celui-là pour mes recherches à moi, donc on va prendre celui-ci, voilà.
Donc là, on voit qu'il y en a toute une flopée, parce qu'évidemment, il y a plein de constructeurs qui fabriquent ce bestiau. Donc on va prendre le premier ici. On va prendre la première page, tout simplement. Alors, ce sont des PDF hein, qu'on peut même consulter, on peut sûrement les télécharger, quoi. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ben, ça nous raconte absolument tout le pédigré du bestiau. Déjà, on peut voir que ça existe en trois boîtiers. Le boîtier, on va dire, de circuit intégré tout à fait normal, dit discret, hein, à trous traversants. Ou alors deux autres boîtiers en CMS, un boîtier SO16 et un boîtier TSOP16. Voilà. Donc on voit la différence de taille entre le composant dit discret et son homologue en CMS. Hein. C'est vraiment, on n'arrête pas le progrès, on fait de plus en plus petit. Alors là ici, ben, on retrouve le brochage du composant. Alors je rappelle que le brochage, ben, en partant du petit repère qu'il y a généralement sur les circuits intégrés, ben, ça nous montre la broche 1. Ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire ça part de la 1 jusqu'à la 8 là, et de la 9 jusqu'à la 16, puisque c'est un 16 pattes. Là ici on retrouve nos sorties parallèles. Alors là, le constructeur les a appelées de QA à QH, mais ça nous fait bien 8 sorties parallèles. Ici, on retrouve à la broche 14 notre broche d'entrée de données, voilà, en série. Donc, hein, on va vraiment transformer une information série en une information parallèle. C'est à ça que ça sert. Ici, sur la broche 11, on retrouve notre entrée d'horloge de registre. Et ici, sur la broche 12, on retrouve notre entrée d'horloge pour le verrou. Latch, en anglais, ça veut dire verrou. Voilà. Après, on a une entrée reset et une entrée output enable. Ça, j'en ai pas parlé dans l'animation parce que ce sont des broches qu'il faut soit mettre à la masse, soit mettre au plus 5 volts, selon les cas, selon ce qu'on veut faire. Voilà, tout simplement. Ici, voilà, alors là on pourrait, là ils ont appelé SQH, ouais. C'est la fameuse broche qui permet de chaîner plusieurs registres entre eux. Donc par exemple cette broche là, hein, la 9, là ici, SQH, on viendrait la brancher sur la broche 14 d'un deuxième registre, tout simplement. Donc, pas de souci, on va regarder vite fait la deuxième page. Là, on voit que normalement, le constructeur nous garantit à plus ou moins, il ne prend pas trop de risques, hein, plus ou moins 35 mA par pin, mais j'y crois guère, moi. Hein. Ce ne sont pas des circuits faits pour tirer du jus dessus. C'est vraiment, ce sont des circuits de commande. Hein. Il faudra toujours essayer de les relayer par des composants plus puissants derrière. Voilà, donc ça j'y crois guère. Ensuite, on a le VCC, ça c'est intéressant. On voit que ce bestiau-là peut marcher de 2 volts à 6 volts. Alors 6 volts, je trouve que ça fait peut-être un peu beaucoup, mais généralement on alimente les circuits comme ça, les circuits TTL, hein, puisque il fait partie de la famille des TTL. Quand il y a 74 dans la référence, c'est que c'est un TTL. Hein, voilà. Donc généralement on alimente ça en 5 volts. Et normalement, alors ça peut marcher apparemment à partir de 2 volts, mais à mon avis on perd pas mal en performance au niveau réponse en temps, quoi. On va le voir, je pense que ça doit être sur la 3e page. Après je vais pas tout vous montrer, je vais faire grâce des chronogrammes et autres. Donc là, si ça nous parle de... Voilà. Par exemple, là, ça nous parle de nanosecondes. On voit qu'à 2 volts, ici, les propagations, les délais de propagation sont quand même assez grands. Hein. On est à
à 140 nanosecondes, alors qu'à à 4,5 volts, on est à 28 nanosecondes. Donc on aura tout intérêt quand même à l'alimenter au plus près des 5 volts. On peut même légèrement donc dépasser un petit peu. Bon, je pourrais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des bascules, c'est des circuits logiques. On pourrait s'amuser à fabriquer nous-mêmes un registre à décalage avec des bascules logiques. Pourquoi pas? Ça ferait pas mal de fils sur les breadboards, mais pourquoi pas, ce serait possible. Là, j'avais dit que je vous le montrerai pas, mais je craque. Voilà, les chronogrammes. Donc je pense que la petite animation que j'ai fait juste avant est quand même plus parlante que ça, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, les dimensions physiques. Ouais. Parfois, c'est utile de savoir exactement les dimensions physiques d'un circuit, enfin d'un composant, quoi, hein, tout simplement. Hein. Là, on est sur des trucs normalisés, mais parfois, on peut avoir des petites surprises. Faut pas se jeter sur une commande de PCB si on n'est pas sûr de l'empattement qu'a le composant. Hein. Donc, pareil, là, réflexe, datasheet. Du coup, on sait tout. On sait même l'âge du capitaine. Voilà, voilà. Donc maintenant, on se retrouve pour une animation sur Tinkercad où on va vraiment utiliser le bestiau avec un petit peu de code. Voilà, voilà. Allez, ça y est, on va pouvoir enfin tester ces registres à décalage avec une vraie simulation. Alors je dis ces registres parce que là j'en ai monté 3. Donc à chaque fois là, ben, je me sers de la sortie Q7 bar qui est ici ben, pour rentrer dans la broche d'entrée du suivant. Voilà, et le troisième est raccordé de la même manière ici. Donc là on voit voilà, les fameuses... bon, ça c'est l'alimentation. Hein, ici en broche 16 on a le plus. En broche 8 on a le moins. Ici ça il faut le mettre à la masse. Ça il faut le mettre au plus tout simplement. Voilà. Après, ici on a la broche d'entrée donc. Ici c'est l'Arduino, la broche numéro 10 qui va nous gérer ça. Ici on a l'horloge du registre, hein, l'horloge qui fait avancer, qui lit les données qui arrivent ici. Et ici on a l'horloge de verrou. Voilà. Et toutes ces trois fils là qui arrivent sur le premier registre, eh bien on les reponte exactement pareil sur les deux autres. Tout simplement. Hein, voilà. Et on relie les uns avec les autres, donc avec la fameuse sortie Q7 bar. Voilà, donc au niveau câblage, c'est assez simple. Là maintenant, vous pouvez vous en sortir très simplement. Hein, voilà, on voit les sorties ici, Q0 est ici. Voilà. Et après, on a les 7 autres tout du même côté. C'est assez pratique pour router des PCB. Il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai fait des séries de 3 LED rouges, 3 LED vertes. Ça, c'est juste parce que moi, je travaille là, sur mon projet un peu dingue et justement, je suis en train de voir une solution pour essayer de m'économiser des sorties sur les microcontrôleurs que je vais utiliser. Donc c'est pour ça que j'ai ressorti les registres à décalage. Voilà, j'ai eu ce réflexe de me dire, ah ben tiens, il y a ça qui pourrait le faire. Donc on verra si, mais normalement ça devrait pouvoir le faire. Donc là on va avoir nos 8 premières LED. Ben là j'ai mis un fil, mais ce fil ne sert à rien, c'est juste pour vous montrer les 8 premiers bits, les 8 bits du premier registre. Ici les 8 bits du second registre en orange, ici, et les 8 bits du troisième registre, ici. Voilà, tout simplement. Alors après, le code, donc, parce qu'il faut quand même du code. Alors le code, ben, je déclare des constantes ici que j'appelle verrou, horloge data. Bon, mais ça maintenant on sait faire, il n'y a pas de souci. Là ici je déclare des chars, là que j'appelle, il y en a une constante qui s'appelle 1, donc là que j'ai mis à 1, mais que je vais changer parce que pour que ça corresponde ici.
faut que ça fasse 9. Voilà, parce que 9 en binaire, ça fait ça. Ça fait vraiment ça. Maintenant, vous le savez. Là, j'avais mis 0, mais je vais changer ça, je vais mettre 15. Comme ça correspond ici. Et là, ici, c'est 23. Vous voyez qu'on peut aller assez vite après, une fois qu'on sait. Là, 32, 65, c'est bon. 10, ça va aussi, c'est bon. Donc voilà, là, j'ai déclaré 6 constantes, comme ça, avec des valeurs. Et c'est ça qu'on va faire, c'est ça qui va nous servir à allumer certaines LED parmi toutes. Là, ici, dans le void setup, ben, on va pas... C'est comme d'habitude, hein, on déclare ces 3 pins en sortie, tout simplement. Hein. Ensuite, on arrive au void loop, et c'est là où tout se passe. Alors, pour commencer à utiliser nos registres, on va commencer par envoyer un état bas sur le verrou. C'est-à-dire, le verrou, il est ici. Voilà. On envoie un état bas. Donc, quand j'envoie un état bas ici, ben, j'envoie aussi par les fils verts ici un état bas sur tous les verrous de tous mes registres, tout simplement. Et puis, on va envoyer les données d'abord du 3e registre. Alors, pourquoi? Parce que, forcément, là, je vais envoyer 3 octets en série, mais à chaque fois, ça va donc se décaler. Et donc, ce que je vais envoyer là en premier va se retrouver en fait dans le 3e registre une fois que j'aurai fini. Donc, alors pour ça, il y a une super fonction dans Arduino qui s'appelle Shift Out. Et là, ce truc-là, c'est magique parce que ça s'occupe de tout. On pourrait le faire d'une autre manière, manuellement, mais puisque ça existe, je vous ai fait grâce de l'autre manière. Voilà, donc on renseigne, on écrit Shift Out, entre parenthèses data, horloge, c'est-à-dire exactement ce que j'ai écrit ici, hein, on reprend évidemment la même syntaxe et tout. Alors MSB first, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire most significant bit, en premier. Ça veut dire que là, d'emblée, je vais envoyer le bit de poids fort en premier. Et j'aurais pu choisir LSB first, list significant bit first. Et là, du coup, en LSB, j'aurais envoyé le bit de poids faible en premier. Et donc là, je vais envoyer la valeur qui est de ma constante qui s'appelle 3. Alors 3, ici, ben, c'est 23. Voilà. Alors, ce qui fait que parmi les 8 LED du haut ici, ben, les 3 premières LED de cette série vont être allumées, puis il y en aura une éteinte, puis une autre, la prochaine allumée, et tout le reste éteint. Tout simplement. Ensuite, on envoie les données du second registre, alors c'est exactement la même chose, Shift Out, Data, Horloge, MSB First 2, donc 2 ça vaut 15, donc je vais me retrouver sur la deuxième série de LED, je vais me retrouver avec les 4 premières allumées et les 4 dernières éteintes, normalement si tout va bien. Puis on envoie les données au premier registre. Donc à chaque fois là, ça s'est décalé, hein, ça se décale, ça va se décaler du moins. Et là j'envoie ce qui correspond à 1. Donc là c'est 9. Donc la première LED, puis 2 éteintes, puis une allumée. Tout le reste éteint. Tout simplement. Là, on met un delay. Alors là, j'avais mis un delay peut-être un peu long. On va mettre 5 secondes. Voilà. Là, ici aussi. Comme ça. Voilà. Et donc, après ce delay. Alors, oui, non, il y a un truc que j'ai oublié quand même. Après le dernier shift out, là, il ne faut pas oublier, évidemment, de mettre le verrou à l'état haut. Pour que tout ça soit pris en compte. Pour que vraiment les LED qu'on a choisi d'allumer s'allument réellement. Donc là, un delay de 5 secondes, et puis là, on repasse sur un nouvel envoi de données, mais qui correspond cette fois-ci à 3 bis, 2 bis, 1 bis. Et là, ben, 1 bis, 32, 2 bis, 65, là, ici, 10. Voilà, mais c'est ce que j'ai choisi, on va pouvoir mettre autre chose. Et puis à nouveau, une fois qu'on a choisi
Une fois qu'on a fini, pardon, d'envoyer nos données, on met le verrou à l'état haut, digital write, verrou high, tout simplement. Un délai à nouveau de 5 secondes et le truc se reboucle. Ce qui fait qu'on va avoir un clignotement entre deux séries de LED, quoi. Alors on va regarder ce que ça donne au niveau simulation. Là on voit que certaines LED s'allument. Puis là, ça va s'éteindre au bout de 5 secondes. Voilà, ça s'éteint. D'autres s'allument, certaines s'éteignent. Voilà. On va voir, on va essayer de voir si tout ça correspond bien. Par exemple, là, au tout début de mon code, sur le premier registre, il faudrait que j'ai le chiffre 9 codé en binaire, c'est-à-dire la première LED et la quatrième allumée. Voyons si c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est merveilleux. Voilà. Maintenant, on va regarder si ça correspond bien sur le deuxième registre. Je devrais avoir en binaire écrit 15. Donc les 4 premières LED de la deuxième série allumées. On va voir si c'est ça. Voilà, 1, 2, 3, 4. Pas de souci. Évidemment, on ne va pas vérifier le reste. Le reste est tout bon, évidemment. Alors maintenant, si je veux changer l'affichage de tout ça, alors là, j'ai fait que deux phases d'éclairement de mes LED, mais je pourrais en faire autant que je veux. Ce qui fait que si, par exemple, ça peut servir à faire si vous avez des immeubles à éclairer, des pièces à éclairer, et que vous voulez pas tout éclairer d'un coup, juste certaines fenêtres pendant un certain temps, puis après ça passe à d'autres fenêtres qui s'allument et tout et tout. Et bien là, c'est vraiment tout à fait faisable, hein. Il n'y a aucun problème. Donc là, maintenant, je vais un peu manipuler les trucs. Donc là, ici, ça n'aura plus rien à voir, mais on s'en fiche. Là, ici, je vais mettre, je sais pas, moi, je vais mettre 7, ce qui fait que ça devrait donner les 3 premières LED allumées. Là, ici, je vais mettre 8. Il n'y aura que la quatrième LED. J'ai dit 8 et puis j'écris 5. Il n'y aura que la quatrième LED d'allumée. Et puis là, je sais pas, je vais mettre 64. Tiens. 64, ce qui fait qu'on aura cette LED allumée, là, la 6e donc. Voilà. On va essayer ça. Et au miracle, ça fonctionne. Voilà. Voilà, 6e LED. Hop là, je ne sais pas si je ne me suis pas trompé. 64, 128, 64. Non, je me suis évidemment trompé. Ouais, c'est l'avant-dernière. Oui, le bit qui vaut 64, c'est l'avant-dernier. Hein, donc, je me suis trompé en vous disant quelle LED allait s'allumer. Voilà. Là, ici, je pourrais changer sur la deuxième phase. Je pourrais mettre, je sais pas moi, 43 pour voir ce que ça donne. Et puis là, tiens, sur cette série-là de LED, on va toutes les allumer. Donc je mets 255. Et puis sur le 3 ici, je vais allumer que la première. Donc je mets 1, tout simplement. Donc au début, tout va bien, hein, notre truc, hein, pas de problème. Et sur la deuxième phase d'allumage, ben voilà, ici j'ai que la 1, comme j'avais mis. Là, j'ai toutes mes LED allumées, vu que j'ai mis à 255. Voilà, voilà, en gros le principe. Hein. Donc là, on a énormément de possibilités, hein. Vraiment, vraiment. Alors, on peut remarquer là que j'ai mis des résistances de 680 ohms. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'avec, alors ça fait beaucoup, hein, pour du 5 volts. Là, les LED sont très peu éclairées, mais enfin, finalement, elles éclairent très très bien, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, il faut toujours se rappeler que ce composant-là, c'est pas un spécialiste pour tirer du courant dessus, hein. Donc, au départ, j'avais mis du 330 ohms, ce qu'on met généralement pour une LED en 5 volts, hein, à peu près, hein, on met ça. Et bien, quand j'allumais beaucoup de LED, eh ben, ici j'avais un crash, hein, j'avais un crash dans la simulation, c'est-à-dire une sorte d'explosion. Il n'y a pas le bruit, mais ça flash ici.
et donc je tirais trop de courant. Donc dans une vidéo prochaine, je vous montrerai comment interfacer ce circuit-là, hein, ces registres, avec des circuits, disons, de plus forte puissance, pour pouvoir vraiment allumer vraiment ce qu'on veut derrière, des relais, une multitude de LED, carrément même des ampoules, enfin ce qu'on veut, vraiment ce qu'on veut. Voilà, ça sera tout pour cette simulation. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre le fonctionnement d'un registre à décalage. Il n'y a rien de tellement sorcier finalement, surtout que ça peut donner des possibilités absolument énormes. Moi je risque de m'en servir là pour mon projet un peu fou, parce que forcément je vais avoir besoin d'un nombre faramineux de sorties sur les microcontrôleurs que je vais utiliser. Donc je pense peut-être que je vais utiliser cette possibilité-là. Voilà. Je vous remercie. Continuez à vous abonner. Un petit j'aime aussi, ben forcément, ça fait plaisir. Je remercie énormément les donateurs qui me soutiennent donc sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.